Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au cœur de la géopolitique mondiale. C'est Le Grand Jeu, une émission coproduite par EOD TV, Afrique Media et la grande collaboration de notre correspondant international Luc Michel qui apportera son expertise à cette émission et il nous dévoilera les dessous de cartes de la géopolitique mondiale et des idéologies qui mènent le monde avec sa vision internationale ou alors transnationale ouverte sur les dimensions continentales. Il nous donnera aussi les clés de la géopolitique des géopolitiques rivales vues de Moscou, Washington ou encore Paris. Et pour cette première édition, nous décrypterons, nous entrerons au cœur de la grande Turquie de Recep Tayyip Erdogan avec ses rêves néo-ottomanes. Nous décrypterons ensemble donc la place de la Turquie dans les visions géopolitiques de l'Union européenne et dans les projets de remodélage du Grand Moyen-Orient mis en œuvre par Washington. Pour prendre la température, on va essayer d'aller en Turquie même pour voir ceci. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Voilà, c'est donc Recep Tayyip Erdogan en plein meeting au cœur même de la grande Turquie. On va retrouver donc notre correspondant international Luc Michel pour une première analyse. Luc Michel, déjà bonjour et merci de partager cette grande expérience avec nous. Nous allons y aller très rapidement. Vous, Luc Michel, qui connaissez bien cette grande géopolitique mondiale, que pensez-vous du grand projet d'actualité géopolitique du moment, le fameux plan Erdogan pour la Syrie? Dans quelle perspective géopolitique s'insère-t-il? Bonjour surtout aux centaines de millions de téléspectateurs d'Afrique Média en Afrique et à ceux moins nombreux, mais ils sont en nombre croissant chaque semaine, qui nous regardent en Eurasie, avec des pointes particulièrement à Paris. Là, on va beaucoup parler d'Erdogan et de la Turquie au cours des semaines qui vont venir parce que la Turquie est actuellement la clé des projets d'agression de l'OTAN au Levant. Il faut dire un certain nombre de choses pour comprendre. Je vais essayer de synthétiser la politique internationale d'Erdogan, sa politique géopolitique, les choix qui s'offrent à lui. Mais une fois de plus, Bachir, vous me donnez un challenge parce qu'il faudrait quasiment une émission complète pour le faire, mais on va essayer de résumer les grandes lignes. La première chose, il faut comprendre quelle est la nature idéologique du régime. C'est un parti islamiste conservateur, l'AKP, ce qui veut dire Parti de la justice et du droit. C'est une organisation politique turque qui est proche des frères musulmans. Vous remarquerez que dans de nombreux pays arabes, les partis politiques issus des frères musulmans utilisent ce terme de parti de la justice et du droit. C'est une espèce d'international où les Turcs sont très très influents. Ils ont particulièrement des liens avec Ennahda en Tunisie et avec l'ancienne fraction politique des confréries islamistes, ce qu'on appelait les confréries Sénoussi. Sénoussi, par exemple, c'était un des anciens rois de Libye qui avait été renversé par Kadhafi, et un de ses cousins actuellement est le leader de ce qu'on appelle le fédéralisme anséréaïque. Si les plans américains avaient parfaitement marché en Libye, eh bien c'est un régime proche d'Erdogan qui aurait pris le pouvoir, avec le fameux Mustafa Abdel Jalil qui a dû quitter la Libye précipitamment lorsqu'il a été inculpé pour le meurtre d'un autre leader du CNT, le général Younes. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est la réalité politique. La Turquie, avec Erdogan, en 10 ans, est devenue un État autoritaire.
En Turquie, il y a deux blocs. Il y a le bloc de ce qu'on appelle les kémalistes, c'est-à-dire ce sont les partisans d'une Turquie laïque où la religion ne soit plus qu'une affaire personnelle, et c'est l'héritage politique de Mustafa Kemal Atatürk qui est le leader de la Turquie nouvelle. À côté de ça, il y a justement, avec Erdogan pour leader, il y a le bloc de ceux qui veulent réislamiser la Turquie. L'action d'Erdogan, ça a été quoi? Ça a été au travers d'une série de faux complots politiques, c'est d'emprisonner des centaines de généraux, d'hommes politiques, de journalistes. C'est ce qu'on a appelé les fameuses affaires Ergenekon, du nom d'un vieux mythe de la nation turque. Au bout de ce processus, les partis laïcs qui sont encore puissants sont minorisés et l'AKP a la majorité, notamment au Parlement. C'est un régime autoritaire puisque la liberté de la presse n'y existe plus. On met par centaines les journalistes en prison. Et donc voilà ce qui se passe. Erdogan a triomphé de ses adversaires et il y a quelques mois, quelques semaines, l'affaire vient de se terminer. Il a réglé le compte ensuite de ses alliés islamistes plus radicaux. C'est une secte dont le leader vit aux États-Unis et qu'on appelle la secte Gulen. C'est un ensemble de confréries religieuses, d'écoles islamistes, et cette secte avait une particularité, elle avait infiltré, dans le but de la contrôler, la police et les juges. Et c'est son alliance avec Erdogan qui a permis à l'AKP ce que moi et beaucoup d'analystes nous appelons un coup d'État rampant. Eh bien, Erdogan vient, au terme d'un conflit politique où il est passé au bord du gouffre, vient de se débarrasser de ces gens-là. Il y a eu un nouveau train d'emprisonnement. C'est donc maintenant un leader autoritaire avec un premier ministre fantoche sans autorité réelle et avec une majorité parlementaire à la botte d'Erdogan. La troisième caractéristique, c'est que ce régime autoritaire est un régime fragile. C'est un régime fragile pour une raison très simple, Bachir, c'est que justement, le bloc des kémalistes est toujours là, le bloc des islamistes radicaux, évidemment, qu'on vient d'épurer, est toujours là dans l'ombre, et donc Erdogan est à la merci d'une grande crise politique, d'un printemps turc, appelons les choses par leur nom. Il y a 1 an et demi, il y a eu une grande série de contestations dont les kémalistes se sont emparés. C'est la fameuse affaire du parc Taksim à Istanbul. Il y a eu des émeutes à Istanbul, à Ankara. Erdogan l'a emporté, mais il a senti le vent du boulet. Et on a vu d'ailleurs à l'époque le gouvernement de Damas, renvoyant évidemment la balle à Erdogan, qui a soutenu cette opposition. Alors, Luc Michel, si je vous ai bien compris, là, vous parlez d'un régime à la fois faible et autoritaire, mais ça a toujours été dangereux, ça. Régime faible et autoritaire, cela veut dire quelqu'un qui est prêt à des aventures politiques. Et nous en arrivons à notre sujet, c'est-à-dire que Erdogan est à la croisée des chemins. Il a en effet une série d'options géopolitiques qui correspondent d'ailleurs à des grands courants passés de l'histoire turque. La première, évidemment, c'est de continuer l'intégration avec l'Union européenne. Vous savez que tout le processus de Mustafa Kemal Atatürk, ça a été d'européaniser la Turquie, le but étant de la faire rejoindre. Et avant l'intervention, l'émergence de l'AKP, il était bien prêt de réussir. Il suffit d'ailleurs d'aller voir les meetings de l'opposition en Turquie, notamment la question du voile. La question de l'Union européenne, ce n'est pas comme on le raconte ici, puisque maintenant l'entrée turque dans l'Union européenne est combattue par de nombreux partis conservateurs et même certains partis sociaux-démocrates, mais ce n'est pas une histoire finie. L'AKP a des liens extrêmement étroits avec le parti qui regroupe tous les partis socio-chrétiens en Europe, qu'on appelle le Parti populaire européen. Erdogan est un allié très proche d'Angela Merkel. Il y a des millions de Turcs ayant la nationalité allemande en Allemagne, c'est un enjeu électoral. Et en échange de son appui, Angela Merkel a notamment laissé Erdogan, Premier ministre, puisque avant d'être président il l'était, tenir des meetings politiques de l'AKP, il y a encore 1 an par exemple, en Allemagne, ce qu'on n'a jamais vu. Deuxième allié privilégié, eh bien, c'est les partis socio-chrétiens belges, le CDNV flamand et surtout le CDH, le Centre démocrate humaniste francophone.
Le CDH, c'est l'ancien parti catholique puis parti social-chrétien. Il a pris ce nom en Belgique pour capter en fait ce qu'on appelle ici le vote ethnique, c'est-à-dire le vote arabe et turc précisément. Les Turcs sont majoritaires par exemple dans une commune de Bruxelles où ils font et défont le maire de la ville qu'on appelle ici le bourgmestre et qui est traditionnellement un Turc. C'est la commune de Saint-Josse près de Bruxelles. Ceci explique ce qui s'est passé dans la question du terrorisme djihadiste. Alors, Luc Michel, est-ce cela qui expliquerait justement le rôle surdimensionné de la Belgique dans les réseaux terroristes et même djihadistes? Il y a une anomalie en Europe qui est soigneusement cachée par la classe politique belge, c'est la surreprésentation des Belges au sein des mouvements djihadistes. On parle ici de quelques centaines. Moi, j'ai conduit en 2013 une mission parlementaire à Damas. Nous avons eu les chiffres réels, c'est près d'1 millier. Il y a plus de djihadistes belges, d'origine belge, mais certains sont des Belges de souche, que de djihadistes français et allemands cumulés. On a donc, tout ceci s'est fait pour une raison très simple, ce sont les rapports privilégiés entre l'AKP et la ministre de l'Intérieur belge, qui précisément est une social-chrétienne. On a donc, lorsque cela servait l'OTAN, pendant 2011, 2012, 2013, on a laissé faire les choses. On a même vu le magistrat antiterroriste belge, qui est de sensibilité très proche des socio-chrétiens, avoir des paroles admettant presque moralement les djihadistes qui partaient en Syrie, puisqu'il s'agissait de combattre le monstre Bachar el-Assad. Ça, c'est la première option. Alors, c'est la première option, Luc Michel. Et quelles sont donc les autres options géopolitiques qui s'offrent aujourd'hui à Recep Tayyip Erdogan? La deuxième option, évidemment, qui s'offre à Erdogan, c'est ce qu'on appelle le pantouradisme. Le touradisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des peuples d'origine turque et ça va très loin puisque l'Ouzbékistan, par exemple, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan sont des peuples à majorité ou à très forte composante turcophone. Et il y avait, dans les années 1920, avant le triomphe des Soviétiques, et celui d'Atatürk qui a mis un terme à tous ses rêves, il y avait la volonté de refaire une grande union, qu'on appelle le pantouradisme, comme il y a le pan-européisme et le panafricanisme des peuples turcs. C'est la deuxième option qui intéresse évidemment Erdogan. Et cette vision s'exprime particulièrement depuis une dizaine d'années dans le soutien à l'Azerbaïdjan, dans la guerre, c'est un conflit gelé, pour le contrôle de la République autonome du Haut-Karabakh qui est soutenu par l'Arménie. Il y a eu une guerre en 1991 d'ailleurs là-dessus. Troisième tendance qui s'offre évidemment, et c'est celle dont on parle le plus, c'est ce qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire un rêve, parce que c'est un rêve, pour le régime d'Erdogan de reprendre, en tournant le dos à Atatürk, la politique des sultans ottomans. Et vous comprendrez tout de suite d'ailleurs que le surnom, le sobriquet politique d'Erdogan en Turquie, c'est précisément le sultan. La quatrième tendance, évidemment, c'est la confrontation avec le voisin, c'est les rapports avec la Russie. Par ce qu'il se passe au nom de ce que la Turquie fait au nom de l'OTAN en Syrie, mais ce qu'elle fait aussi dans d'autres conflits, la Turquie s'oppose à la Russie. Mais à côté de ça, les rapports économiques avec précisément la Russie, mais aussi l'Union économique eurasiatique qui est en train de se créer, avec les républiques turcophones d'Azerbaïdjan et du Tadjikistan, eh bien, on a justement une tendance d'Erdogan, c'est une des incohérences de sa politique, à être proche dans certains domaines de la Russie. Et à voir l'eurasisme de Vladimir Poutine avec sympathie. Il faut savoir que actuellement, les petits partis qui portent idéologiquement en Turquie le pantouradisme pratiquent une certaine vision pantouradienne de l'eurasisme, qui correspond d'ailleurs à l'eurasisme originel des années 1920 et 30 dans l'émigration russe, et pas du tout au néo-eurasisme que j'ai redéfini avec Jean Thiriard dans les années 1980, et qui lui est grand européen. Dernière option, évidemment, ou choix politique à faire, c'est que la Turquie est confrontée à des enjeux régionaux. La Syrie est son voisin, elle est en rivalité
avec l'Iran précisément, c'est une rivalité. Les musulmans, l'AKP est un parti sunnite, et ils sont en rivalité évidemment avec les chiites de Téhéran dans de nombreuses zones. Et il y a la clé de tout ça, il y a un problème qui est un problème interne à la Turquie, mais qui aussi est un problème interne à la Syrie et à l'Irak, c'est la question des Kurdes qui veulent un État autonome. Il y a une guerre, on peut appeler ça comme ça, de la Turquie qui a été menée aussi bien par les Kémalistes que maintenant par Erdogan contre le parti turc PKK. Et donc, à aucun prix, Erdogan ne veut voir un Kurdistan syrien autonome. Vous savez que c'est une des options que Bachar el-Assad a privilégiées pour combattre justement les islamistes. Et parallèlement à ça, tout est bon pour Erdogan pour affaiblir ce modèle d'autonomie pour les Kurdes qui est la région autonome quasiment indépendante de facto, alliée privilégiée des Américains, qu'est le Kurdistan irakien. Luc Michel, c'est pas encore fini. On ne fait que commencer. Nous décryptons la grande Turquie. Vous nous rejoignez à l'instant. C'est le grand jeu géopolitique sur Afrique Média Télévision, EOD TV et bien sûr tous les autres médias partenaires. Eh bien, Luc Michel, peut-être une dernière question avant de prendre un élément qui nous accompagne. Le rôle de la géopolitique des États-Unis dans tout cela, quel est-il? Derrière tout cela, derrière les choix que Erdogan va faire et qui expliquent parfois les incohérences de la politique turque, il y a la géopolitique américaine. Il faut lire les géopoliticiens américains. Vous savez que mon école géopolitique a un principe. Nous pensons que c'est un honneur de se faire enseigner par l'ennemi. Eh bien, il faut aller lire les géopoliticiens américains. Je vais prendre le plus emblématique, c'est George Friedman, parce que c'est celui avec Brzezinski qui s'exprime le plus brutalement actuellement. Eh bien, Friedman a exposé dans son livre qui s'appelle « Les 100 prochaines années », il explique froidement que le but c'est de démembrer la Russie et la Chine, et de cela peut se faire en s'appuyant sur 3 États qui devront émerger comme des grandes puissances. La première, c'est la Pologne, à qui on rendrait sa puissance géopolitique de l'époque de la République polonaise lituanienne, c'est-à-dire du XVIe, XVIIe siècle, lorsque il contrôlait notamment des parties de l'Ukraine. Ça, c'est la grande Pologne pour contrer la Russie sur sa façade Europe centrale et pays baltes. La deuxième pays, évidemment, c'est une mini-Union européenne dominée par l'Allemagne et ramenée à son noyau original, c'est-à-dire les 12 pays de la CEE et qui sont aussi en gros les pays du bloc euro. Et dans cette vision, évidemment, l'Union européenne cesserait, parce que c'est une petite Europe qui définitivement a abandonné tout rêve de puissance, qui est sous le contrôle de Berlin, où la France n'a plus aucun rôle moteur, et évidemment qui cesse d'être le grand concurrent économique des Américains, tout en restant contrôlé politiquement par l'OTAN. Et le troisième État, je viens de ce sujet, c'est précisément une Turquie, dans ses dimensions à la fois pantouraniennes vers le Caucase, et dans ses dimensions néo-ottomanes vers le Moyen-Orient, la Turquie devenant la grande Turquie, l'État vassal clé des Américains pour leur grand projet donc de domination mondiale. Yapında öyle para kazanın. Namusunuzdan, şerefinizden para kazanın. Göster!
Voilà des images de répression ultra-violentes donc, qui nous ont été données par nos confrères de RT, la télévision russe, à qui nous disons merci pour la grande collaboration. Nous poursuivons notre analyse, nous décryptons la grande Russie avec donc notre ami Luc Michel. Luc Michel, vous êtes toujours avec nous. Eh bien, dans cette nouvelle crise actuelle, la crise actuelle au Levant, est-ce que la Turquie a aussi un rôle à jouer dans cette crise-là? Si oui, quel serait ce rôle? Nous en venons à la crise actuelle, c'est-à-dire aux volontés de lancer une nouvelle agression, en fait, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, contre la Syrie. C'est le rôle clé que tient la Turquie dans les projets du Grand Moyen-Orient. Dès l'arrivée au pouvoir des islamistes, ils se sont présentés comme l'outil de réalisation du Grand Moyen-Orient et à la fois le modèle, c'est-à-dire un islamisme dit modéré, c'est dominant par des moyens parlementaires et évidemment avec une économie totalement globalisée et totalement libérale. L'AKP est le parti des entrepreneurs, il est le parti des grandes sociétés en Turquie. C'est ce qui explique aussi son financement et son succès. Lorsque Obama réactive les rêves du Grand Moyen-Orient des néoconservateurs, eh bien, il s'appuie sur ce modèle ottoman et le projet initial de ce qu'on a appelé improprement le soi-disant printemps arabe, c'est de créer des régimes sur le modèle de l'AKP avec une armée forte, parce que c'est important pour les Américains, l'OTAN, mais sous contrôle d'un parlement où dominent les islamistes de type AKP modéré. C'est ce qui s'est réalisé avec Ennahda en Tunisie. C'est le seul pays où on a marché. C'est pour ça que il faut bien les appeler, des imbéciles ou des traîtres n'hésitent pas à dire que Ennahda serait le modèle de réussite du printemps arabe. Ça, ce sont tous des gens qui ont aussi la caractéristique des militants pro-américains et sionistes qui disent ça. Et évidemment, le projet, comme je l'ai déjà expliqué, il a raté en Libye. Au-delà de ça, évidemment, lorsque les rêves du Grand Moyen-Orient réactivés dans le cadre du soi-disant printemps arabe se sont arrêtés devant Bagdad, eh bien, les Américains sont passés. C'est leur force, je l'ai déjà expliqué. Ils ne sont pas des imbéciles, ils sont des gens intelligents, bien organisés, avec une impressionnante machine de subversion et de déstabilisation de leurs adversaires. Ils ont prévu le plan suivant. Le plan suivant, c'est l'actuelle guerre contre le califat, la guerre au terrorisme. Et évidemment, dont l'adversaire, je l'ai déjà expliqué sur cette antenne, dont la cible véritable, évidemment, c'est la Syrie de Bachar el-Assad. Luc Michel, et le fameux plan Erdogan, quelles sont ses grandes lignes et quels sont ses buts même? Il y a donc un plan Erdogan, avec derrière un plan Erdogan l'OTAN et le chef de la stratégie américaine en Europe, Dempsey. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une part de créer dans le nord de la Syrie une zone tampon sous contrôle de l'armée turque qui rentrerait en Syrie. Elle y est déjà par moment pour des opérations. Le but étant également pour les Turcs de détruire l'autonomie des Kurdes syriens. La deuxième chose, c'est de doubler ça d'une no-fly zone. Vous savez à quoi ça a servi? Évidemment, en Libye, ça a servi à détruire toutes les infrastructures de la Jamaïria. C'est exactement le même but qui est visé. On a déjà commencé, les Américains, sous prétexte de combattre le califat ou l'État islamique en Irak et au Liban, on a déjà commencé à détruire les infrastructures syriennes du pétrole. C'est ça, en fait, les frappes actuelles des États-Unis et de l'OTAN, auxquelles participent une série de pays européens comme la Belgique ou la France. Et évidemment, la troisième chose, c'est la revitalisation de l'armée syrienne libre qui est moribonde. Et pas du tout aux dépens de composantes laïques qui n'ont jamais existé. Les soi-disant laïcs de l'armée syrienne libre, c'est quelques officiers déserteurs qui vont parader dans les grands hôtels d'Istanbul, de Paris ou de New York. La composante depuis le départ de l'armée syrienne libre, ce sont des djihadistes, ce sont des islamistes. C'est de réactiver celle-ci, non pas avec des islamistes que les Américains disent modérés, mais avec des islamistes qui ne sont pas d'accord avec Al-Qaïda ou le califat pour des questions de rivalité. Djihadistes financés, organisés et encadrés par les alliés islamistes traditionnels de Washington, qui sont la Turquie,
bien entendu islamistes d'Erdogan, qui sont l'Arabie saoudite, qui sont le Qatar et qui sont les services spéciaux pakistanais. Tout cela se fait évidemment au mépris, en violation de la charte de l'ONU, comme la diplomatie russe l'a révélé. Ça se fait au mépris des lois internationales, puisqu'on bombarde, on pénètre dans un État souverain, contre la volonté de son gouvernement légitimement représenté aux Nations Unies, qui est le gouvernement de Bachar el-Assad. Voilà donc au quoi se confronte actuellement Erdogan. En sachant deux choses, c'est que ce projet zone tampon, no-fly zone intervention, il est à quelques dizaines de kilomètres de la grande base russe de Tartous près de Latakia en Syrie, que la Russie n'est pas décidée à laisser tomber le gouvernement de Bachar el-Assad, donc que la Turquie va se confronter là à son grand voisin. Et troisième donnée, que tous ces projets ont également pour cible, non seulement Moscou, mais Téhéran, et donc la grande puissance régionale qu'est l'Iran ne va pas faire tout ça sans réagir. Voilà des images, encore une fois, de répression assez violentes. Mais Luc Michel, j'aimerais que nous revenions un peu sur ce régime autoritaire de Recep Tayyip Erdogan. Comment est-ce qu'il a été instauré? À quelle force politique s'oppose-t-il? Les Turcs placent en Haute-Asie la naissance de leur peuple, et Ergonekon est la première civilisation mythique où s'est épanoui cela. C'est un des grands mythes du pantouranisme, je vous en ai déjà parlé. C'est un des grands mythes également de l'extrême droite turque actuelle qui a récupéré une grande partie du pantouranisme, notamment l'utilisation de la symbolique du loup. La principale organisation d'extrême droite, à la fois nationaliste mais aussi islamique, ce sont les fameux loups gris, qui contrôle une grande partie de l'immigration turque en Europe et qui la contrôle aujourd'hui d'ailleurs pour le régime d'Erdogan. Il y a des politiciens en France et surtout en Belgique qui sont membres des loups gris dans tous les partis belges soi-disant démocratiques, au Parti libéral, au Parti socialiste mais aussi au Parti social-chrétien, le CDH, qui est le meilleur allié d'Erdogan en Belgique et qui a d'ailleurs fait élire au Parlement régional bruxellois la première élue voilée qui porte donc le voile islamique au Parlement, au mépris des règlements d'intérieur, mais ça a été accepté. Cette élue d'ailleurs est une protégée d'Erdogan, qui a le bras très long puisqu'il va jusque Berlin et Bruxelles, et qui a été le témoin personnel à son mariage traditionnel islamique en Turquie. Ceci pour vous faire comprendre au milieu de quelle toile d'araignée la puissance des réseaux que contrôle Erdogan et son parti l'AKP. Qu'est-ce que donc a été la série de procès Ergenekon? C'est assez simple.
Donc, à un moment donné, une chasse aux sorcières a été lancée. Elle a été lancée contre des officiers, tous les principaux officiers kémalistes de l'armée turque, en sachant que Mustafa Kemal avait confié comme rôle constitutionnel à l'armée la protection de la laïcité. L'armée a été émasculée. Une seconde vague a touché la police et la justice, et également les partisans de la laïcité, au moment même où la secte Fethullah Gülen investissait, infiltrait, noyautait les services de police, les services secrets et la justice turque. Il y a eu en fait pas moins de 8 vagues d'arrestations qui ont conduit à toute une série de procès. En 2011, il y avait 275 accusés principaux, dont une vingtaine d'officiers généraux, et il y avait 66 détenus. Parmi eux, l'une des vagues d'arrestations suivantes, on a arrêté les juges et les journalistes et les écrivains qui enquêtaient précisément sur l'infiltration de la secte Fethullah Gülen et de l'AKP. On n'est plus du tout dans un État démocratique. Des livres ont été interdits, saisis, des journaux ont été fermés. Quasiment personne ne s'en est ému en Occident. Reporters sans frontières en a un peu parlé. Il y a eu une petite action au Parlement européen, c'est tout, parce que Erdogan, c'est l'allié de l'OTAN, et que donc les gens de l'Union européenne, qui parlent démocratie, liberté de la presse, liberté des élections, évidemment, n'ont pas voulu l'attaquer. Comment ça s'est passé en définitive? Il y a des condamnations à vie, des condamnations à 20 ans de prison, il y a des juges iniques dont on a vu qu'ils manipulaient des procédures et des procès truqués. Les procès sont délocalisés dans des petites localités à des dizaines de kilomètres d'Istanbul et d'Ankara pour qu'il n'y ait pas un grand public. Voilà comment ça se passe. La conséquence suivante de ça, ça a été lorsque la société kémaliste, qui contrôle notamment Ankara, Istanbul, les grandes villes, s'est révoltée, notamment parce qu'elle ne veut pas un retour à l'islamisation de la société. Le noyau dur de la société kémaliste, qui représente actuellement au moins encore la moitié de la Turquie, c'est très simple, ce sont des gens évidemment qui veulent vivre à l'européenne, être intégrés à l'européenne, et l'islamisation se mène par les populations réactionnaires, conservatrices, rétrogrades des campagnes, qui sont, on le notera, encore la base électorale précisément de la démocratie chrétienne en Europe. Voilà comment ça s'est passé. Il y a eu une révolte qui a éclaté à propos d'un incident, la volonté par Erdogan de détruire le plus grand parc d'Istanbul, le parc Taksim, et de rebâtir dessus des mosquées et des bâtiments de l'époque ottomane, Erdogan étant le champion du rétablissement d'une grande Turquie ottomane. Et Luc Michel, voilà les conséquences de cet autoritarisme. Comment la société turque a-t-elle accepté cela? Il y a eu donc des étudiants qui se sont révoltés, et la deuxième vague pour écraser les laïcs, ça a été une violence incroyable qui, si elle s'était passée, par exemple, en Russie, ou si elle s'était passée en Chine, aurait conduit à des sanctions économiques, on a vu ce qui se passe en Ukraine, aurait conduit à l'isolement de ces pays. Là, rien ne s'est passé. Il y a eu des protestations platoniques d'ambassadeurs, la police a tiré, a matraqué, a battu à mort des manifestants, il y a eu des étudiants, des jeunes tués. Ça, c'est aussi la Turquie des slogans. Erdogan, ensuite, s'est retourné contre la secte Fethullah Gülen pour des raisons qui sont des rivalités politiques. Et tout simplement, à ce moment-là, il y a eu un bras de fer politique. Des membres de la secte ont révélé la corruption d'Erdogan de son fils de l'AKP, qui est très important. On a publié des enregistrements de conversations. Tout le monde a cru que Erdogan était au bord du précipice, mais il s'est maintenu. C'est un homme qui a une poigne de fer. Il a mené son parti à la victoire aux élections, et en même temps, il a mené, mais cette fois-ci contre ses anciens alliés islamistes radicaux, il a mené donc une vague de procès, d'arrestations. Ça a été un Ergenekon bis, mais cette fois-ci
contre Fethullah Gülen. Alors, vous nous dites là que Erdogan s'est retourné contre ses anciens alliés islamistes. Comment expliquer ce revirement, Luc Michel? Un mot encore sur Fethullah Gülen, qu'est-ce que c'est? C'est une grande secte, donc, c'est une série de confréries religieuses. Leur chef, leur leader spirituel vit aux États-Unis. C'est une immense puissance financière, c'est une immense puissance politique. C'est eux qui ont été la cheville ouvrière de la réislamisation de la Turquie et de la prise du pouvoir par Erdogan, mais pas seulement par l'infiltration de la police ou de la justice, ou même de la liquidation de l'armée. Le fait principal, c'est que la secte Fethullah Gülen organise des écoles islamiques et l'islamisation se fait par l'endoctrinement, le lavage de cerveau des étudiants dans des écoles islamiques dont Erdogan a permis l'existence alors qu'elles sont illégales constitutionnellement dans la constitution de la Turquie laïque d'Atatürk qui n'a pas été abrogée. Alors Luc Michel, si on vous a très bien suivi, deux Turquies s'opposent, celle qu'a bâtie Atatürk et celle que veut imposer Erdogan. Le grand problème d'Erdogan, c'est qu'il se bat en fait lui-même contre un mythe, et c'est le mythe d'Atatürk. Atatürk est le fondeur de la nation turque. Il bénéficie d'un courant, même chez les religieux, d'un courant énorme, qu'on peut dire, de sympathie, de reconnaissance politique. Personne n'ose attaquer, encore actuellement, de nombreuses réunions publiques dans les bâtiments. Il y a les portraits d'Atatürk. Erdogan n'a absolument pas essayé, par exemple, de changer le drapeau turc qui est celui choisi par Atatürk, tout simplement parce que il estime être capable de maîtriser le nationalisme turc qui est issu de la révolution kémaliste. لنؤكد للجميع أن الإسلام قادر على النهضة بالاقتصاد والمال وكل المقومات الأساسية لنهضة الشعوب. الكل يعلم أن لتركيا في هذه الثورة دعما أساسيا وقويا كان إنسانيا في البداية عن طريق المعونات التي أرسلت للمدن المحررة ثم تحول تدريجيا. Çok teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli basın mensupları, değerli kardeşlerim. Libya halkı yıllardır özlemini çektiği özgürlük ve demokrasi mücadelesinde, adalet mücadelesinde hedefi doğrultusunda tarihi bir eşiğe gelmiş bulunuyor. Voilà, nous sommes donc en plein décryptage de la grande Turquie de Recep Tayyip Erdogan avec notre correspondant international Luc Michel. Luc Michel, je m'adresse encore une fois à vous puisque nous voulons les clés de cette géopolitique mondiale qui passe par la grande Turquie. La question du terrorisme que vous préférez appeler djihadisme, quelles sont les responsabilités de Recep Tayyip Erdogan et de son régime dans ce dossier? Les accusations qui ont été formulées contre le régime d'Erdogan en matière de terrorisme, Bachir, ce ne sont pas des allégations, ou ce ne sont pas, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas non plus les adversaires d'Erdogan, mais c'est l'un de ses principaux alliés, c'est le vice-président américain Joe Biden, qui vient d'accuser Erdogan, mais aussi l'Arabie saoudite et le Qatar, d'avoir été les organisateurs et les financiers du terrorisme depuis le début de la guerre en Syrie. Biden oublie avant cela, évidemment, la Libye du CNT, dont Erdogan a été l'un des grands alliés et l'un des grands argentiers avec le Qatar. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est très simple. C'est-à-dire que lorsque la décision de lancer la vague, qui est une vague artificielle du soi-disant printemps arabe,
il a fallu passer à quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans les révolutions de couleur à l'Est, dont le printemps arabe est un remake, c'est-à-dire que jusque-là, on avait un mélange de manifestations pacifiques et de violences de rue, un peu comme les débuts du Maïdan 2014 en Ukraine, mais on n'avait jamais été évidemment plus loin. La nouvelle méthode américaine, elle est assez simple. Lorsque on a été confronté à des régimes faibles, la Tunisie par exemple, de Ben Ali, ou l'Égypte de Moubarak, on a conservé le schéma global des révolutions de couleur. Mais, par contre, lorsque des régimes solides, ou qui se sont révélés solides, à la surprise générale des Occidentaux, comme la Jamaïria de Kadhafi, ou la Syrie bassiste, se sont battus ou résisté, on a dû passer évidemment à la transformation de la vague pseudo-révolutionnaire en une guerre civile. Et il fallait des gens pour cette guerre civile, puisque le principe des Occidentaux, c'est pas de troupes au sol. Le seul pays où ils ont dérogé récemment, c'est l'Afghanistan, et on sait le désastre. Ça a aussi été ce qu'on a appelé le surge, les grandes théories évidemment des généraux du Pentagone en Irak, ça a été aussi un désastre. Donc il faut des troupes de choc. Où les trouver? Mais c'est simple. Où est-ce qu'il y a une masse de combattants arabes, fanatiques, déracinés, et avec une vision transnationale, c'est-à-dire prêts à aller se battre ailleurs que dans leur pays, c'était évidemment les réseaux djihadistes. On a commencé à prendre des contacts avec des leaders djihadistes dès la fin 2012, et on a vu arriver dès les débuts de la guerre en Libye, puisque c'est là que ça a commencé, on a vu arriver des gens comme Abdelhakim Belach, ancien de Guantanamo, un des leaders donc du djihadisme libyen, un des leaders d'Al-Qaïda en Libye, et d'autres sont arrivés, et petit à petit, des katibas djihadistes ont été constitués avec ceux qui sont des forces étrangères ou des mercenaires, et où les nationaux libyens étaient bien peu nombreux, à part quelques jeunes fanatisés. On a, lorsque le cas de la Jamaïria a été réglé, on a appliqué la même technique en Syrie, et on a confié le lancement de la soi-disant armée syrienne libre, dont on nous a fait croire à ce moment-là qu'il y avait dedans des déserteurs, qu'il y avait de nombreux officiers de l'armée syrienne, alors qu'il s'agissait de quelques déserteurs. Sur plus de 2400 généraux et officiers supérieurs dans l'armée syrienne, moins d'une centaine a fait défection. Et aucun, à l'exception du général Manaf Talas, qui était un ami d'enfance de Bachar el-Assad, et qui précisément avait de grandes possessions à Paris, ainsi que celle de sa famille étant liée aux Saoudiens, c'est un sunnite, une de ses sœurs a été mariée au grand financier saoudien et marchand d'armes, Akram Hodjeh. Donc, à part cela, il a fallu constituer de toutes pièces une armée syrienne libre. Les médias de l'OTAN nous vendant la grande histoire du soulèvement, en fait, c'était de nouveau des djihadistes, et la plupart de ces djihadistes au départ venaient de Libye. Il y a des réseaux qui ont été constitués, j'en viens à Erdogan, il y avait des réseaux qui partaient de Tripoli, de Benghazi, de Cyrénaïque, par avion, des filières pour l'acheminement d'armes, des filières pour l'envoi de combattants. Le financement était organisé par la Turquie et le Qatar. L'homme clé, la première, en tout cas les 6 premiers mois, c'est de nouveau Abdelhakim Belach, qui, avant cela, avait été, à la fin août 2011, lorsque l'OTAN s'empare de Tripoli, avait été nommé gouverneur militaire de Tripoli par les généraux français de l'OTAN. On a assisté à un phénomène qui rappelle un peu, vous connaissez l'anecdote de Reagan recevant les leaders talibans au début des années 80, expliquant que ce sont des gentlemen et qu'ils sont l'équivalent des pères fondateurs américains, donc des rédacteurs de la Constitution de 1776. Eh bien, on a vu la même chose. Des généraux français de l'OTAN sont venus nous expliquer que Abdelhakim Belach, finalement, était un gars bien, qu'il avait beaucoup changé, qu'il avait mûri, etc.
il a couru après Tripoli en Syrie, il a organisé les premières katibas de l'ASL et les filières qui ont fonctionné jusque la fin 2012, depuis la Libye, envoi de combattants, etc. Mais rapidement, cela n'a pas suffi. Il a donc fallu faire appel non plus à des gens qui s'étaient déjà battus en Libye ou en Afghanistan ou au Yémen, mais à de nouvelles troupes, étant donné que l'armée syrienne se battait avec pugnacité et qu'elle mettait hors de combat, soit en les faisant prisonniers. J'ai rencontré, moi, des djihadistes dans les prisons syriennes en juin 2013, lorsque j'y ai conduit une mission parlementaire belge pour étudier le cas des djihadistes. Donc oui, beaucoup étaient emprisonnés et beaucoup sont morts, notamment lors des grandes batailles. Alors, Luc Michel, c'est donc à partir de là que se constituent les grandes filières de combattants djihadistes, si je vous ai bien compris. Qui ont eu lieu début 2013. Il a fallu à ce moment-là constituer des filières et c'est la Turquie d'Erdogan qui a servi de plateforme, qui a organisé à la frontière syrienne les camps d'entraînement, les hôpitaux aussi, une partie des combattants étant exfiltrés par le Golan, des djihadistes donc, et soignés en Israël. Ça, c'est l'autre réalité du conflit. Et donc, on a fermé les yeux sur ce qui se passait. Les différents combattants partaient de différents aéroports européens sans être arrêtés. Il y a une complicité de facto des ministres de l'Intérieur de l'OTAN au moins jusque mai 2013. En mai 2013, c'est la rupture entre une partie des djihadistes et les Américains. Mais avant ça, il y a une complicité, on laisse partir des gens. Ils arrivent à l'aéroport d'Istanbul où ils sont accueillis. Et pour que vous compreniez ce qui se passe, à la fois la complicité des gouvernements de l'OTAN, mais la complicité évidemment du régime d'Erdogan, c'est que beaucoup d'entre eux sont mineurs. Moi je connais bien, puisque dans le cadre de cette mission, j'ai beaucoup étudié le problème des djihadistes belges. Il y a énormément de mineurs, les garçons. Évidemment, il était impossible, sans complicité, dans les aéroports belges, français, allemands et britanniques, mais aussi à Istanbul et dans les aéroports turcs, il était impossible d'arriver à des mineurs. Vous savez que le voyage de mineurs est particulièrement encadré, et spécialement dans l'espace Schengen. La Belgique a une très lourde responsabilité là-dedans. Il y a aussi le cas de nombreuses filles mineures qui sont allées faire ce qu'on appelle assez vulgairement le djihad par le sexe, c'est-à-dire qui sont allées servir d'épouses de remplacement aux combattants djihadistes pour satisfaire leurs pulsions sexuelles. Une partie de ces filles, évidemment, a été prise en main. Beaucoup sont des Européennes converties et évidemment, elles sont disponibles pour des opérations terroristes. Vous savez que la première kamikaze qui s'est fait sauter d'ailleurs était une femme belge venue de la région de Bruxelles. Voilà donc la responsabilité d'Erdogan dans le terrorisme. Elle vient d'être brutalement dénoncée par Joe Biden parce que les Américains veulent ramener à plus de modestie leurs alliés turcs, qataris et saoudiens, et parce qu'il faut expliquer évidemment l'apparition de l'émirat islamique au Levant et en Irak, et expliquer l'apparition du califat, le prétexte de la guerre contre le terrorisme. Erdogan jure qu'il n'en est rien, jure que c'est une calomnie, mais les faits sont évidents et quasiment plus aucun expert sérieux ne nie ces faits.
Voilà, venons-en, Luc Michel, au partenaire de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. Vous placez Israël dans ceci alors que celui-ci a pourtant une réputation d'antisionisme affirmé et même d'antisémitisme proclamé. Pouvez-vous nous préciser, Luc Michel, votre analyse dans ce sens-là? Bachir, une des caractéristiques de Erdogan, du personnage, mais aussi de son régime, c'est la duplicité. Ce que les Français appellent la duplicité orientale. C'est-à-dire que officiellement, Erdogan est l'un des hommes qui s'opposent aux Israéliens. Il dénonce régulièrement l'occupation de Gaza, le blocus et toutes ces choses-là. Il est populaire en Palestine et dans certains pays arabes pour cela, mais tout ça est de la poudre aux yeux. Parce que, en même temps, son régime a des rapports économiques constants avec Israël. Ils sont très importants. Je vais vous les expliquer. Et aussi des rapports diplomatiques qui passent notamment par les pays de l'OTAN. Je vais vous donner 3 cas. En 2009, lorsqu'on est en plein assaut sur Gaza, Erdogan lance une grande campagne officiellement de propagande anti-israélienne, mais au même moment, son fils est dans des affaires de corruption qui seront dénoncées par ses complices de la secte Fethullah Gülen lorsqu'ils rompront avec l'AKP. Et ça, c'est le premier exemple. En 2010, il y a le fameux incident de la flottille pour Gaza. Des bateaux turcs sont pris d'assaut par la marine israélienne. Il y a des Turcs morts. Il y a une grande comédie diplomatique. Erdogan parle de rupture des relations, de blocus économique. Il faut savoir qu'il n'y a pas de blocus du tout. Le blocus, il concerne simplement des entreprises d'État. Moins d'1% des affaires faites par la Turquie avec Israël. Ces affaires sont nombreuses. En 2010, il y a eu une augmentation, alors que le blocus est soi-disant déclaré, de 30% des échanges économiques entre Israël et la Turquie. De quelle nature sont ces échanges? C'est assez simple, c'est toute une série de projets dans le BTP. C'est évidemment des opérations commerciales, touristiques, et c'est aussi l'exploitation des grands champs maritimes gaziers qui se trouvent entre Israël et Chypre, et qui sont un des enjeux de la Méditerranée orientale, qui explique d'ailleurs l'intérêt que la grande puissance gazière qu'est la Russie manifeste pour cette partie de la Méditerranée. Ça ne s'arrête pas évidemment encore là. Il faut simplement savoir qu'en 2012, par exemple, les échanges entre Israël et la Turquie ont été de 2,5 milliards de dollars. Toujours dans une période, soi-disant, de quasi-rupture diplomatique. Cette comédie, Bachir, elle est jouée par de nombreux pays de la Ligue arabe et particulièrement par les alliés dans la croisade antiterroriste, entre guillemets, des États-Unis, que sont le Qatar et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, officiellement anti-israélienne, avec un discours développé antisémite, en fait a d'excellents rapports militaires avec Tsahal, la mal nommée force armée israélienne. Le Qatar sert officiellement la Ligue arabe, boycotte, interdit le commerce entre un État arabe et Israël pour aider la Palestine, mais dans la pratique, le Qatar sert de plateforme à des sociétés de complaisance qui cherchent d'intermédiaires et qui font que de nombreux pays arabes commercent avec Israël. Certains le font même ouvertement, je pense à la Jordanie, ou surtout au Maroc, qui est le grand allié arabe d'Israël. Luc Michel, et les dossiers des missiles patriotes installés en Turquie, faut-il l'installer aussi, faut-il le voir dans cette perspective? Dernière chose, évidemment, et là, continue, on n'est plus dans la comédie diplomatique, on est dans la comédie militaire. Erdogan a obtenu le déploiement en Turquie de batteries de missiles patriotes. C'est la Bundeswehr allemande de Mme Merkel qui a fourni les batteries, mais aussi le personnel militaire. C'est très peu connu. L'Allemagne est une alliée traditionnelle
depuis Guillaume II, donc le Kaiser Guillaume II, avant la guerre de 1914-18. C'est une alliée traditionnelle de la Turquie, et il y avait une alliance politique entre l'Allemagne et la Turquie ottomane pour le contrôle du Moyen-Orient contre les Britanniques. Les bons rapports se sont maintenus, mais que font en réalité les missiles patriotes? Ils ne sont pas là pour sanctuariser la Turquie, il en faudrait plus d'une centaine. Ils sont là en fait en protection d'Israël, au cas où Israël irait mener des frappes contre les installations nucléaires iraniennes ou contre les installations militaires de Damas. Eh bien, dans ce cas, les avions et les missiles de croisière d'Israël bénéficieraient de la couverture, de la protection des missiles patriotes qui sont semblables aux fameux S-300, S-400 ou S-500 russes, armes d'allure russe qui est supérieure aux patriotes. Voilà donc la situation. Il ne faut pas se laisser prendre au piège. Je dis souvent qu'il y a les fêtes et qu'il y a le théâtre. J'insiste souvent, parce que c'est ça la réalité de la géopolitique. Je dis, il ne faut pas se laisser prendre à la comédie de la propagande de guerre, et il ne faut pas se laisser prendre à ce que j'appelle les fronts apparents. Il faut voir les alliances réelles, objectives, comme disent les marxistes, et il faut voir évidemment les fronts réels. Il y a en fait une alliance Turquie, Israël, Arabie saoudite et Qatar pour la neutralisation des pays arabes et pour la préparation d'une agression contre l'Iran. Luc Michel, nous en venons, avant d'en venir, j'allais dire au dernier volet de votre analyse, suivant cet élément, on va essayer de souffler un tout petit peu. Alors, quelques petits soucis avec cet élément. Nous allons donc y aller très rapidement dans le dernier volet donc de votre analyse, celui qui est la clé pour comprendre l'émergence de Recep Tayyip Erdogan et ses rêves grandioses de renaissance ottomane. C'est évidemment les rapports entre la Turquie et l'Union européenne. La Turquie continue à placer ses espoirs, mais elle est torpillée de l'intérieur, à la fois par la politique américaine et par la politique de l'Union européenne. C'est-à-dire que ceux-ci, sous prétexte de développer la démocratie et les valeurs européennes, font émerger et amènent au pouvoir les islamistes, dont le parti d'Erdogan représente l'apogée politique, c'est-à-dire les gens qui précisément sont les plus opposés à l'Europe et à ses valeurs. Il y a un détricotage qui est mené par les islamistes, mais avec l'appui de la diplomatie de l'Union européenne, de tous les contreforts, de tous les garde-fous de la constitution laïque kémaliste, et on arrive évidemment à la situation que l'Union européenne a amené au pouvoir un régime qui est un régime autoritaire et qui est un régime islamiste voulant réislamiser la Turquie, et qui, s'il regarde encore vers Bruxelles pour des raisons économiques, entend constituer une grande Turquie néo-ottomane, à la fois dans le Caucase et au Moyen-Orient. Ajoutons que l'Union européenne a amené au pouvoir, mais c'est un peu le cas dans tous les pays qui ont été touchés par le soi-disant printemps arabe. Le modèle du printemps arabe, c'était précisément la soi-disant démocratie islamiste d'Erdogan. Eh bien, comme dans tous les pays arabes, ça a débouché sur un régime qui est autoritaire. Lorsqu'on voit la façon dont Erdogan s'est attaqué à ses adversaires, que ce soit les laïcs kémalistes, mais aussi ses anciens alliés islamistes de la secte Fethullah Gülen, on voit un pays où il n'y a plus de méthode démocratique. Et il y a une comparaison pour ceux qui connaissent bien l'histoire, c'est la première année du Troisième Reich nazi, c'est-à-dire la période qui va de la prise du pouvoir d'Adolf Hitler le 30 janvier 1933 jusqu'à la nuit des longs couteaux, le 30 juin 1934. Il y a un processus que les nazis appelaient la mise au pas, donc la mise au pas militaire. Il y a l'élimination des adversaires
dans le cadre de chasse aux sorcières, les communistes, les syndicalistes, les nationaux bolcheviques, les sociaux-démocrates. Et à partir de juin 1934, c'est un peu comme Erdogan se retournant contre Fethullah Gülen, Adolf Hitler élimine l'aile gauche socialiste de son propre parti et élimine les SA, qui sont la milice ouvrière du parti nazi. La place est ouverte. L'acte de naissance de la dictature d'Adolf Hitler, il est le 30 juin 1934. C'est le même processus qui est en route en Turquie, simplement par le contrôle qu'il a de son mouvement de masse, par ses alliés occidentaux, alors qu'évidemment le parti nazi est totalement isolé en 1933-34, Erdogan ne doit pas passer au stade de la dictature ouverte, qui ne serait pas de toute façon tolérée par les Occidentaux, puisque les Occidentaux ont le culte non pas de la démocratie, mais de l'apparence de démocratie, comme on le voit aussi en Ukraine, où un processus identique de mise au pas est en route, qui rappelle là aussi d'ailleurs la prise du pouvoir par les nazis. Et la Russie, malheureusement, Luc Michel, va persister dans ce rêve européen, c'est bien ça? Lorsque la Turquie devient candidate à l'Union européenne, tous les espoirs lui sont ouverts. C'est un dossier que je connais bien, Bachir, tout simplement parce que mon parti, le PCN, nous avons été les seuls à l'époque, nous sommes en 1984-87, nous avons été les seuls à faire campagne en France, en Belgique, en Allemagne, en Italie, pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ce qu'on appelait encore à l'époque la CE ou le marché commun. Nous avons notamment sorti un exemplaire de notre revue doctrinale à l'époque qui s'appelait Conscience européenne, et nous disons la Turquie, province d'Europe. Ça, c'était malheureusement avant. Depuis, la situation s'est incroyablement dégradée parce que l'Union européenne n'a pas joué le jeu. Près de 40 ans après, la Turquie attend toujours aux portes de l'Europe, mais aussi parce que, évidemment, les islamistes ont été amenés au pouvoir par la même Union européenne, les Américains et l'OTAN, et qu'ils détricotent l'œuvre d'Atatürk. C'était l'œuvre d'Atatürk qui, en faisant de la Turquie un État, une puissance européenne, lui ouvrait précisément les portes de ce qui était à l'époque la Communauté économique européenne, puis l'Union européenne. Ça ne s'arrête évidemment pas là. Le grand problème qui apparaît lorsqu'on regarde la réaction de l'Union européenne face à la Turquie, on voit qu'il n'y a aucune réaction géopolitique, qu'il n'y a aucune réflexion géopolitique, parce que la Turquie, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est la clé du Moyen-Orient, mais c'est la porte de l'Europe vers le Moyen-Orient. Ça ouvre les portes vers la Syrie, vers l'Iran, vers l'ensemble du monde arabe se situant là-bas, ça ouvre aussi les portes du Caucase. Pour des raisons qui sont liées au fait que l'Union européenne, c'est un géant économique, mais un nain politique, vassalisé, soumis totalement politiquement, militairement et stratégiquement aux États-Unis par l'OTAN, qui sert à cela. L'OTAN, disait Jean Thiriard, n'est pas un bouclier, il disait c'est un harnais comme on le met à un animal pour qu'il tire un véhicule. Eh bien, c'est ça qui se passe. En refusant la Turquie dans l'Europe, pour des raisons qui sont purement culturelles, dans lesquelles il y a une grande part de fantasme, eh bien, l'Union européenne refuse, elle l'exprime clairement, de devenir une grande puissance géopolitique. Ça ne s'arrête pas là, évidemment. On pourrait dire que l'Union européenne nous dirait, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'économie. Mais c'est la même chose. La Turquie, c'est une grande puissance économique qui a émergé. C'est un grand marché qui sera de 50 à 60 millions d'habitants et qui est intéressant pour l'Europe, à la fois pour les exportations et les importations. C'est aussi la clé économique du commerce dans le Moyen-Orient. L'Union européenne s'est donc coupée de tout débouché là-bas, au même moment d'ailleurs où elle a, mais ce ne sont pas les siennes, ce sont celles de Washington, où elle exprime des préoccupations géopolitiques contre la Russie, dans la Baltique, en Europe centrale
et dans le Caucase et en mer Noire. Il y a une incohérence, mais l'Union européenne n'est pas à une incohérence près, tout simplement qui est liée, je l'ai déjà expliqué, au fait qu'il y a un péché originel au sein de l'Union européenne, c'est d'avoir placé la défense de l'Europe, que ce soit dans le traité de Maastricht ou dans les projets de constitution européenne, ou dans ce qu'on a appelé l'acte unique, d'avoir placé la défense européenne dans le cadre d'une suggestion à l'OTAN et sous direction américaine. L'incohérence, évidemment, elle est aussi au niveau de la Turquie, parce que au moment où Erdogan, pour des raisons qui sont purement une volonté de puissance géopolitique, entend faire de la Turquie une grande Turquie néo-ottomane, reprenant le rôle géopolitique qui avait été celui de l'Empire ottoman au Moyen-Orient, en Méditerranée et dans le Caucase, en même temps, Erdogan continue à être intéressé pour des raisons qui sont des raisons économiques, mais aussi politiques par l'Union européenne. Ces raisons politiques, c'est simplement le réseau, le maillage d'alliances, le plus souvent occulte, entre la démocratie chrétienne européenne et l'AKP d'Erdogan, en sachant qu'il y a des populations très importantes avec un poids politique. Ce sont des Turcs avec la double nationalité, en Belgique par exemple, et surtout en Allemagne. La raison de l'alliance entre la CDU-CSU, la démocratie chrétienne allemande, et l'AKP d'Erdogan, c'est évidemment cette masse électorale que la réislamisation conduit dans les rangs de la réaction, du conformisme social, et évidemment, on est avec un public turc qui se constitue en Allemagne et qui est proche du public réactionnaire de la CDU et de son allié bavarois, la CSU. Dernière chose, Luc Michel, ce rêve européen est-il aujourd'hui enlisé? Voilà, de petits soucis donc à ce niveau-là. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci en tout cas pour ces analyses et la synthèse même de ces dossiers très très compliqués. Nous disons également merci à toute l'équipe de Yod TV, de Russia Today, de Afrique Media Télévision partenaire et toutes les autres chaînes partenaires qui ont collaboré à la réalisation de cette émission, Le Grand Jeu, au cœur même de la géopolitique mondiale. Nous remercions tous les téléspectateurs qui nous suivent et on se dit au revoir et à très bientôt sur Afrique Media et Yod TV.